parce qu'elle nous suit depuis la première heure. Alors, on sait qu'on est irrésistible et que vous ne pouvez pas le dire parce qu'on est très sympathique. Mais quand même, de faire l'effort sur de si nombreux week-ends, puisque ça tombe forcément à chaque fois les week-ends, et voilà, de venir à toutes nos interventions concernant la compensation, le dossier MDPH depuis ces années. Donc, je voudrais vraiment vous remercier encore une fois, vraiment là que... Surtout par cette belle journée où on avait plein de choses à faire. Il fait beau demain. Alors, avant de parler du projet de vie, d'abord, on va dire pourquoi on constitue un dossier à la MDPH. En fait, la MDPH, c'est un départemental des personnes handicapées, donc il veut se dire, après tout, avoir un trouble 10, est-ce que c'est vraiment une situation de handicap? Alors, il faut savoir que la loi de 2005 a quand même pas mal rebattu les cartes, en s'appuyant sur une classification internationale qui est récente, puisqu'elle date de 2001. Et donc, si on compare à la classification des maladies qui a presque un siècle et demi, les classifications du handicap, la première version, elle ne date finalement que de 1980 et en français, elle a été traduite en 1986. Donc c'est assez récent ces questions-là. Et donc, qu'est-ce que le handicap? Les travaux scientifiques sur le handicap, c'est récent. Alors du coup, la loi 2005, elle a osé mettre une définition du handicap qui centre la question sur les limitations d'activité et les restrictions de participation sociale. Donc, des limitations d'activité et des restrictions de participation sociale, c'est quelque chose qu'on a trouvé. Bah oui, on peut en avoir. On va essayer de lutter contre. Mais effectivement, on peut en avoir dans un environnement, et donc le premier des environnements, effectivement, l'école, on sait à quel point il peut être difficile parfois pour des personnes avec trouble 10. Et c'est en raison d'altérations de fonction, on sait maintenant grâce aux neurosciences qu'effectivement, il y a des fonctionnements cognitifs qui sont pas identiques d'une personne à l'autre, qui peuvent être altérés, qui peuvent présenter des difficultés, et c'est ces difficultés qui finalement fondent, entre autres, les troubles 10. Et donc la loi de 2005, elle pose aussi une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les personnes qui seraient normales, entre guillemets, et puis des personnes qui seraient handicapées de l'autre côté. Il n'y a pas de reconnaissance du handicap dans l'absolu, ça n'existe pas. Ça n'existe plus, parce que la loi de 75, elle avait posé ça. Madame Veil avait dit devant les assemblées, est handicapée toute personne reconnue comme telle par les commissions. Alors on a pris l'habitude pendant 30 ans de penser que être handicapé, c'était être reconnu par une commission. Avec la définition de la loi de 2005, le handicap, c'est un continuum. C'est-à-dire qu'on a des limitations, un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie, voilà, on peut avoir beaucoup de limitations, ou peu de limitations, et puis on va pouvoir jouer sur tout un ensemble de choses pour lutter contre les situations de handicap. Et donc cette reconnaissance du handicap, elle était aussi symbolisée par un taux, le taux 50, souvent le taux 50%, qui était reconnu par la CDES, et alors à partir de là, tout commençait, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des choses, ce n'est plus du tout le cas. La palette des droits ouverts par une MDPH, une CDAPH, est beaucoup plus vaste, et on peut par exemple avoir un taux d'incapacité inférieur à 50% et avoir un besoin d'aide humaine avec une attribution d'une aide humaine sans que le besoin soit atteint. Alors, la MDPH, pourquoi est-ce qu'on va aller la voir? C'est parce qu'on a des besoins de compensation. Et pour les enfants, ça peut être un matériel pédagogique adapté, effectivement une aide humaine sous forme d'une AVS en milieu scolaire, avoir besoin d'une orientation vers un dispositif particulier, vers un service particulier, service de soins et d'éducation spécialisée en milieu ordinaire. Et puis également, on utilise la MDPH et on utilise la prestation, ce qui s'appelle l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, pour financer des frais qui ne sont pas pris en charge par ailleurs. Et ça, on peut le déplorer, je continue à le déplorer, on le déplore tous. Il y a lieu de le déplorer, mais pour l'instant, c'est toujours le cas, mais c'est toujours l'AEH qui permet de financer la psychologue, l'hébergement, ce genre de choses qui ne sont pas financées. Pour les adultes, les besoins, ça peut être effectivement, et ça a été abordé dans l'autre salle d'ailleurs, pour les adultes, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui va ouvrir des portes, qui va permettre d'accéder à des moyens de compensation comme des aménagements de postes de travail, comme des financements par la GFIP. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment la porte d'entrée, c'est-à-dire que pour obtenir ces éléments, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé va être nécessaire. Il y a aussi des orientations professionnelles. On peut avoir des orientations des protégés. On les a, par exemple, qui peuvent être tout à fait adaptées pour des personnes qui ont des lourdes difficultés, des limitations importantes. Et puis, il y a un certain nombre de formations
informations aussi qui sont accessibles grâce à ça. Par contre, ce n'est pas nécessaire pour avoir des adaptations et des aménagements pédagogiques. Les aménagements d'examen, évidemment, ça ne passe pas par forcément un dossier MDPH. Donc, ce n'est pas forcément une obligation. Si les adaptations pédagogiques et les soins en milieu ordinaire, en droit commun, sont accessibles, il n'y a pas d'obligation ou de nécessité de passer par la MDPH. Donc c'est ce schéma qui, a priori, fait couler beaucoup d'encre de salive parce que personne ne comprend rien, c'est ça. Si on n'a pas l'exposé oral, ça défie quelqu'un de comprendre. Alors je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu. La loi de 2005, elle dit le droit commun d'abord. On doit d'abord donc mobiliser pour une personne, quelle qu'elle soit, qui est un citoyen comme les autres, tous les moyens qu'on a dans le droit commun. Et donc par exemple, pour ce qui concerne l'école, un aménagement pédagogique, c'est du droit commun. Les pédagogies différenciées, c'est inscrit dans le texte de l'éducation nationale depuis fort longtemps d'ailleurs. Les adaptations pédagogiques, les élèves à besoins particuliers ne sont pas tous des élèves en situation de handicap. Il n'y a pas besoin d'être en situation de handicap pour pouvoir bénéficier d'aménagements qui répondent à des besoins éducatifs particuliers. Évidemment, parfois, ça ne suffit pas. Et donc là, on va avoir recours à une adaptation des dispositifs plus spécialisés, déjà qui se présentent comme des dispositifs adaptés. Et puis également, il va falloir parfois mobiliser des droits spécifiques. Par exemple, quand on n'a pas de budget pour financer un soin, on va être obligé de recourir à un droit spécifique. Et là, quand il s'agit de droits spécifiques, on va être obligé de recourir à la MDPH. Et pour certaines adaptations, comme je viens de le dire, de poste de travail par exemple, il y a certaines adaptations qu'il va être plus facile de mobiliser si on a un droit spécifique qui est la reconnaissance de la qualité de travail. Parfois même, ça va être le seul levier. Il y a des entreprises qui adaptent facilement des postes de travail, même sans avoir cette reconnaissance, et puis d'autres qui sont moins adaptables et pour lesquelles il va falloir aller jusqu'à demander cette reconnaissance. Pour l'école, c'est la mobilisation de dispositifs spécifiques, comme par exemple l'ULIS, comme par exemple l'aide humaine, comme par exemple le matériel pédagogique adapté, qui vont nécessiter qu'on ouvre un droit spécifique et qu'on vienne jusqu'à la MDPH. Alors, les MDPH, je vous en parle un tout petit peu quand même. Les missions des MDPH, c'est pas seulement la prise de décision par la CDAPH. D'ailleurs, je vous souligne que la CDAPH ne fait pas partie à proprement parler de la MDPH. La MDPH doit mettre en œuvre les moyens pour que la CDAPH prenne ses décisions. On est les hébergeurs des CDAPH, on a dit. On est des invités, qui censurent. Donc c'est important de aussi expliquer pourquoi le législateur a créé ce système avec donc des CDAPH. Les CDAPH sont composés justement de personnes de différents collèges. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des associations, mais il y a aussi des syndicats, il y a aussi l'éducation nationale qui est représentée, l'ARS, etc. C'est-à-dire que c'est un personnel supplémentaire avec des vues transversales qui vont justement compléter et pouvoir examiner les propositions de l'équipe pluridisciplinaire. Alors l'équipe pluridisciplinaire, vous la voyez juste en dessous dans le schéma, en dessous de la CDAPH, elle a deux missions qui sont l'évaluation de la situation et des besoins de compensation et la proposition des décisions dans le cadre d'un TPS, dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un plan personnalisé de compensation. Mais il y a également d'autres missions des MDPH, notamment l'accueil et l'aide à la formulation du projet de vie, qui peuvent être mobilisés dans les MDPH. Et puis le suivi de la compensation, qui est quelque chose de plus compliqué à mettre en œuvre aujourd'hui et qui n'est pas encore complètement réalisé partout. Chez nous, en tout cas, on commence tout juste. Le chiffre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on vous rendiez compte aussi, c'est long, effectivement, c'est long chez nous. Pourquoi pour une MDPH comme celle de Seine-et-Marne, c'est 30 000 dossiers par an, 110 000 demandes, pour vous donner un peu une idée. En 2014, en moyenne, il y a eu 25 dossiers de demande pour 1000 habitants, c'est-à-dire 2,5% de la population présente une demande chaque année à la MDPH. Toute MDPH confondue sur le territoire français. Et c'est pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur de ce que ça représente. C'est pour tous les types de handicap, c'est pour tous les niveaux de situation de handicap. Et donc, on a effectivement une très lourde charge en termes de traitement de dossier. C'est un peu, malheureusement, un peu industriel. Notre quadrature du cercle, c'est d'arriver
à faire de l'individuel, tout en faisant de la production industrielle pour chaque dossier, il faut les sortir, je vous garantis que c'est pas d'accord. On peut ajouter que cette année, on a constaté sur la scolarité une augmentation sur une année de 13%. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente en termes de dossiers. 13%, c'est assez énorme. C'est tous les ans. Là, on a des chiffres qui ont été confirmés. On a vu donc pourquoi on discutait avec les MDPH, mais maintenant il reste le gros morceau, c'est-à-dire le projet de vie. Pourquoi rédiger un projet de vie? Déjà, c'est pas évident, puisqu'il manque peut-être d'indications. Et surtout, certaines personnes sont assez mal à l'aise, soit pour l'écrire. Bon, je ne vais pas refaire le film, vous avez, je pense, vu dans ce film des témoignages assez intéressants. Donc, soit mal à l'aise, soit justement en incapacité d'écrire. Donc, déjà, pourquoi rédiger un projet de vie? Deuxièmement, quels sont les obstacles? Et puis surtout, qui peut aider? Alors, le projet de vie, qu'est-ce qui est attendu? C'est l'expression par la personne de ses attentes et de ses besoins. C'est dans ces termes-là que c'est inscrit dans la loi. Et donc, besoin, souhait, attente, il y a dans le formulaire actuel une page qui est un peu une page blanche. Enfin, il y a quand même des petites choses écrites pour guider qui indiquent que c'est pour parler des différents aspects de la vie de la personne. C'est une volonté vraiment délibérée de la loi de 2005 qu'on parte des attentes de la personne avant d'évaluer ses besoins et avant surtout de plaquer des réponses sur des situations individuelles. Et donc ça, c'est vraiment une volonté forte du législateur soutenue par les associations, parce que ça a été une demande des associations. Même si aujourd'hui, ce mot projet de vie, on le trouve mal choisi, on le trouve malheureux éventuellement. Et donc, on va essayer de décortiquer ce qu'il y a là-dedans. Alors, déjà, le premier obstacle, c'est effectivement cette incompréhension de ce qui est attendu, la limitation éventuelle des difficultés et parfois une certaine incapacité à s'auto-évaluer. Ça a été beaucoup souligné. Une certaine pudeur, on a vu que sur le plan émotionnel, ça peut être très très difficile de parler de ces difficultés rencontrées du fait de la situation de handicap. Et puis souvent, on est dans la situation que ce soit un aidant qui remplisse ce projet de vie. Alors, quand il s'agit d'un enfant, évidemment, c'est sa famille, c'est son représentant légal, c'est un représentant légaux. Mais même pour les adultes, ça peut être du fait des difficultés, une tierce personne qui est obligée de rédiger ça. Il y a un mot sur le formulaire actuel qui est qu'on peut considérer comme malheureux, puisqu'il y a marqué c'est facultatif. Évidemment, on ne veut pas faire obstacle à un dossier MDPH juste parce que la personne ne se sera pas exprimée. C'est pour rendre plus accessible. Mais nous, effectivement, à la MDPH, quand on va évaluer, on va être en difficulté à se représenter les difficultés de la personne, justement, sa situation, sa vraie vie. Juste avec les documents qu'on nous présente, qui sont parfois un peu secs, et on l'a souligné dans le film certificat médical, donc voilà, on y reviendra parce que ça c'est toujours un morceau un peu délicat. Quand on regarde un certificat médical, très peu de choses, on est très en difficulté, nous, pour évaluer les dossiers. Alors qui peut aider? Donc, je vous ai montré tout à l'heure dans l'émission des MDPH, au niveau de l'accueil, du service accueil. Nous, dans 77, on a mis en place ce qu'on appelle dans les MDPH un accueil de niveau 2. L'accueil de niveau 1, c'est vous venez à l'accueil, vous venez retirer un dossier, vous discutez avec une personne qui accueille, mais vous êtes au milieu de l'accueil, devant le guichet, ou quand c'est pas un guichet, mais c'est une petite table où on est quand même au plein milieu du passage, on va dire. Donc, on a prévu des conseillères d'accompagnement qui sont des personnes qui peuvent recevoir les personnes qui le souhaitent sur rendez-vous, de manière à aider à faire le tour un petit peu de c'est quoi la MDPH, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il faut en attendre, combien de temps ça va prendre, qu'est-ce qu'il faut comme document, est-ce que vous voulez que je vous aide à rédiger votre projet de vie, je vous explique un petit peu de quoi il s'agit, les enjeux, voilà. Donc ça c'est un accueil dit de deuxième niveau. Et puis on a également les associations donc, qui peuvent aussi aider. Oui, parce que là, les associations, on a tout notre rôle, puisque en tant qu'association de parents, nous avons connu, ou nous connaissons toujours, la situation, et donc je pense que la parole du parent à parent peut être quelquefois plus facile pour remplir ce projet de vie. Moi, je sais que pour mes adhérents, souvent, pour les plus fragiles, je demande à relire le projet de vie,
J'ai quelquefois des surprises parce que justement c'est là qu'on s'aperçoit que c'est très compliqué de décrire une situation et surtout on est là pour ouvrir et dire attention dans ce projet de vie ça n'est pas que par exemple la situation scolaire, c'est l'enfant dans toute sa dimension et aussi sa vie quotidienne. Donc lorsque vous êtes par exemple quelquefois en équipe de suivi de scolarisation et que l'enseignant référent vous propose de rédiger le projet de vie, pourquoi pas, mais ce ne sera qu'une partie. N'oubliez pas que l'enseignant référent ne verra que la partie scolaire, mais il y a toute la partie de votre vie avant et après l'école qui ne sera pas décrite et qui est ô combien importante dans l'évaluation de ces besoins. Alors justement, il y a un nouvel arrêté qui est sorti au mois de mai 2017 qui prévoit le déploiement du nouveau formulaire de demande de compensation avec le dossier LDPH. Il est déjà utilisé, il peut être téléchargé, mais pas encore vraiment de façon générale. Il le sera de toute façon de façon obligatoire en 2019. Ce qui est intéressant, c'est que 2019 c'est quand même demain, et puis surtout certains l'utilisent déjà. Donc, qu'est-ce qui change dans ce nouveau formulaire et est-ce qu'il sera plus accessible pour justement remplir ces parties projet de vie? Alors justement, pour faciliter le remplissage du formulaire, alors je vais décevoir beaucoup de gens, il n'est pas plus court, au contraire, il est plutôt plus long en termes de nombre de pages, mais c'est parce qu'il est fait pour être un jour dématérialisé. Et donc il se présente dans 3 dominantes. Il est organisé selon 3 dominantes du projet de vie. On va parler de la vie quotidienne dans un module, le module B. On va parler, je vous donne les numéros des modules parce que je vais vous montrer après des morceaux du formulaire, comme ça vous verrez dans quel module on est. On va être dans la vie scolaire ou étudiante dans le module C et on va être dans la vie professionnelle dans le module D. Et ça permettra de ne pas s'enfermer dans je demande telle allocation ou telle prestation ou telle, parce que demander telle réponse, il faudrait déjà qu'on sache que ça va être la bonne réponse. Or, quand on n'a pas fait d'évaluation de la situation, c'est un peu délicat déjà de se projeter sur des réponses. Et donc, l'enjeu du formulaire était de pouvoir ouvrir beaucoup plus la possibilité d'ouverture de droit derrière. Et donc, c'est par module et par dominant du projet. Et dans chacun des modules, il y a 3 niveaux d'entrée dans lesquels on va décrire finalement des éléments de la situation. Donc une entrée par les besoins et les attentes, où il y a des cases à cocher qui guident sur les besoins, ou qui guident sur les attentes, dans chacune des dominantes. Et puis du texte libre, il y a toujours une case autre où on peut écrire des éléments concrets. Et puis on a une partie de libre expression dans chaque module, où on peut parler de la situation, donc décrire ce qui se passe aujourd'hui, les attentes, ce qu'on attend, ce dont on aurait besoin, et la partie projet, c'est-à-dire en fait c'est pour faire quoi, et donc cette partie projet, elle n'est pas forcément à long terme, c'est-à-dire que le mot projet de vie, il était sur, voilà, donc c'est pas forcément à si long terme. Alors voilà des morceaux du nouveau formulaire, donc ça c'est la première page, à qui s'adresse le formulaire, c'est pour la LDPH. Et donc, vous allez expliquer dans le carré jaune, là, enfin oui, vous allez expliquer à la LDPH votre situation, vos besoins, vos projets et vos attentes. Et en fonction des conditions prévues par la réglementation, vous pourrez peut-être bénéficier de l'aides suivantes. Et il y a un certain nombre d'aides qui sont ensuite listées, mais ce n'est pas la première porte d'entrée comme c'était aujourd'hui, c'est-à-dire des demandes spécifiques de prestations. Derrière, alors là, on est dans le module B2, donc le module vie quotidienne. Donc, dans le module B2, dans cette page B2 du module B, vous avez un exemple de besoins dans la vie quotidienne. Donc ici, c'est des besoins pour la vie à domicile, donc pour régler les dépenses, pour l'hygiène corporelle. Voilà, c'est des éléments qui peuvent ne pas concerner tout le monde. On peut ne pas avoir de besoin dans ce domaine-là, donc on ne va pas cocher. Et puis on a toujours la petite case autre pour expliquer quelque chose. Alors, est-ce que c'est grave si on se trompe de rubrique? Non. C'est simplement un guide. Si vous exprimez un besoin là, alors qu'il aurait dû être dans la case ailleurs, c'est pas grave, on va le lire, nous, hein, donc voilà, on fera le tri après. Là, une chose importante, c'est que vous avez vu, le deuxième, c'est s'il s'agit d'un enfant,
préciser seulement ses besoins et non ceux des parents. D'accord? Donc voilà, c'est juste important. Et puis quand je pense à notre population aujourd'hui de 10, le pour s'habiller, ça peut être assez fréquent de cocher cet élément, ce besoin d'aide. Alors là, j'ai pris un deuxième exemple qui est dans le module C, qui est donc celui de la vie scolaire ou étudiante. Et là, j'ai pris donc l'exemple des attentes. Donc, des attentes en matière de vie scolaire, périscolaire, étudiante, scolaire, périscolaire, parce que le périscolaire, c'est quand même important aussi pour la vie d'un enfant, même sous l'angle élève. Et donc, il y a un certain nombre de cases possibles à cocher, et puis toujours ce autre qui vous permet de vous exprimer librement sur une attente qui ne serait pas indiquée dans cette rubrique-là. Et puis, là, je vous ai mis la page blanche qui est dans la partie, dans le volet D, donc celui sur la vie professionnelle. Donc, c'est les renseignements concernant la vie professionnelle. C'est est-ce que vous avez des choses à ajouter, à expliquer donc, sur votre situation, sur vos attentes, sur vos projets en matière de vie professionnelle. Vous avez la même chose pour la vie quotidienne et pour la vie scolaire. Donc, vous retrouvez tout ça dans le formulaire qui est sur le site de servicepublic.fr et vous pouvez le trouver aussi sur le site de la CNSA. En sachant que ces parties libres, donc si vous avez bien compris, sont sur chaque rubrique et c'est pas grave si vous l'avez marqué 2 fois. Vaut mieux 2 fois que 0. Puisque, comme vous l'avez très bien dit, l'équipe pluridisciplinaire va tout lire. Tant pis si on se répète, mais au moins c'est marqué 2 fois. Donc, pour résumer, les informations pertinentes, les points clés sur le projet de vie, quelles sont-elles? Alors, il faut bien décrire la situation actuelle dans la vie quotidienne. Le but, c'est que l'équipe pluridisciplinaire, qui, comme on l'a vu dans le film et comme je vous le dis aussi, ne va pas rencontrer tous les demandeurs, hein, 30 000, je ne sais pas où on est. Donc voilà. On va donc lire les dossiers, on va s'appuyer sur ce qui est écrit, qui nous est décrit par pas seulement les professionnels. Donc là, il faut décrire la situation actuelle dans la vie quotidienne, dans la scolarité, dans l'emploi, et donner des éléments très concrets, très factuels par rapport à une personne de même âge, par rapport à un autre enfant de 8 ans. Voilà, mon fils, ma fille, il fonctionne de cette manière-là, il a telle particularité, il y a telle chose qu'il arrive à faire ou qu'il n'arrive pas à faire. Donc il faut des choses un peu concrètes comme ça. Et puis qu'on puisse vous puissiez parler des attentes. Alors évidemment, on vous a indiqué que ce n'était pas la liste au Père Noël, parce que évidemment la CDAPH ne peut pas ouvrir tous les droits, et il y a des critères réglementaires pour les différents droits qui vont être ouverts. Mais si on n'a pas d'idée des besoins, c'est sûr qu'on va passer à côté. Et puis bon, la grande ligne des projets à court ou moyen terme, les projets, ça n'a pas besoin d'être le projet je vais être pilote de ligne, hein, quand on est petit, on a des projets de vie à très long terme. Ça n'a pas besoin d'être ça. Ce qu'on a besoin, c'est là pour les 6 mois, 1 an, 2 ans qui viennent. Donc voilà, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de tracer comme chemin. Et c'est ça qu'il est important de nous dire. Alors, on l'a illustré dans une situation où on peut décrire des difficultés d'élimination, par exemple. On ne peut pas écrire et écouter en même temps. On a des difficultés pour se maintenir dans un emploi. Il y avait quelqu'un dans notre atelier tout à l'heure qui justement décrivait cette situation-là. Par rapport aux besoins et aux attentes, bien faire attention que l'école et le travail, ce n'est qu'une partie du quotidien. Par exemple, gérer la sécurité dans les déplacements, ça va être une question. Si on a un trouble de l'orientation spatiale, ça peut être compliqué de prendre les transports en commun. Si on ne le sait pas, on ne va pas pouvoir penser à ajouter un transport scolaire, par exemple. Et puis, donc, pour les projets, c'est des souhaits pour, on a vu dans les exemples de la vie quotidienne, bénéficier d'une aide pour faire quelque chose, pour atteindre tel objectif. Donc, c'est quelque chose qui peut être indiqué. On a choisi volontairement le mot aide sans préciser, parce que ces aides sont de différentes natures, financières, aides aussi humaines, matérielles, etc. On a choisi cette illustration pour montrer vraiment ces 3 grandes parties, qui sont vraiment les grandes parties qu'on aimerait voir dans les projets de vie, qui résument les attentes, là, c'est aussi de l'équipe pluridisciplinaire.
On a vu le fond, maintenant la forme, parce que là on peut avoir des surprises. Alors, une biographie complète n'est pas nécessaire. Hein. En 3 tomes, on va avoir du mal à tout lire. Ce qu'il nous faut, c'est effectivement avoir une synthèse des points les plus importants, les plus marquants. On vous suggère maximum 2 pages. Voilà, c'est quelque chose d'un peu voilà, qui va être facile à lire et en même temps qui va pouvoir vous permettre de donner les éléments. Vous avez vu sur la diapo où on vous présentait le nombre de dossiers. Hein, si on doit lire des dizaines de milliers de dossiers et qu'on doit lire à chaque fois 3 tomes, on va jamais y arriver. C'est pas une copie qui sera notée sur son style ni son orthographe, donc les fautes sont acceptées, bien sûr. Mais par contre, si ça peut être lisible, ce serait bien. Et donc, la nouvelle version, alors la version actuelle du formulaire, la version future du formulaire, les deux sont téléchargeables en PDF et on peut écrire dedans avec un ordinateur, l'enregistrer, l'imprimer, pour le signer bien sûr, puisque la dématérialisation n'est pas encore complète. Mais du coup, ça nous facilite la vie aussi par rapport à des écritures manuscrites qui pourraient être difficiles à lire. Moi qui lis des certificats médicaux tous les jours, je peux vous dire que certains, je loupe des mots, hein, et pourtant j'ai l'habitude. Donc voilà, donc si ça peut être lisible, c'est mieux. Je vais juste donner 2 exemples à l'opposé de projet de vie que j'ai accompagné. Le premier projet de vie, c'était la famille m'envoie le projet de vie et il y avait 2 lignes. Et en fait, elle avait compris que c'était l'enfant qui devait écrire ses attentes, un enfant dysphasique, dysorthographique, dysgraphique. Et elle avait compris qu'il fallait prouver à la MDPH qu'il était dysphasique, dysorthographique et dysgraphique. Donc ça, c'est l'interprétation. La deuxième, c'est un papa qui m'a demandé de jeter un coup d'œil sur son projet de vie avant de m'envoyer. Quand j'ai téléchargé le document, il y avait 15 pages tapées. Et en fait, ce papa en avait tellement gros sur le cœur qu'il a compris que ce projet de vie, c'était en fait sa thérapie. Et il a expliqué le parcours de l'annonce du diagnostic à aujourd'hui. Voilà, mais ça veut dire beaucoup de choses aussi. Donc voilà. Les 2 pages, c'est vrai que c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Les autres éléments du dossier, on pourrait bien s'arrêter au projet de vie, mais... Oui, il ne faut pas oublier que c'est un ensemble et que donc on va prendre en compte l'ensemble des éléments qui sont fournis. Et donc il y a évidemment la partie administrative, parce que si on ne peut pas vous identifier, si on ne peut pas vous joindre, c'est complètement impossible de traiter le dossier. Et surtout, si vous ne fournissez pas les justificatifs obligatoires, votre dossier il va être irrecevable et on va perdre du temps. Donc dommage de perdre 2 mois pour ça. Le certificat médical, donc je l'ai déjà dit, mais je vais insister, ça mérite d'être répété plus d'une fois. Ça fait déjà un certain nombre d'années que je le répète et pourtant bon. Donc, il faut qu'on puisse avoir également les comptes rendus et les bilans. Parce que dans le certificat, on va avoir une synthèse, parfois tellement synthétique qu'il n'y a pas grand-chose. Si on a les comptes rendus, les bilans les plus récents disponibles, qui nous permettent d'avoir une idée concrète, les bilans des psychomotriciennes, des orthophonistes, des ergos sont souvent très bien faits parce que très concrets, avec des résultats de tests qui nous permettent d'avoir une vision, pas seulement les chiffres, hein, il y a des chiffres évidemment, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la description du mode de fonctionnement et du coup de la difficulté. Ça illustre les difficultés qu'il va falloir compenser. Donc pour nous, c'est une grande aide. Et donc, quand on n'a pas ces éléments-là et qu'on a un certificat médical qui a marqué dysorthographie, point, difficulté scolaire, nécessité d'une AVS, et bien avec ça, moi, je suis bien embêtée. Je ne peux pas faire grand-chose. Et donc, je suis obligée de demander le compte rendu. Et on a encore perdu 2 mois pour ça. Et puis, le GEVASCO, bien sûr, ou alors si on est à l'université, l'avis de la cellule handicap, ou alors un avis de médecin du travail. Le médecin du travail, il va décrire les contre-indications sur le poste de travail, il va décrire les aménagements, ça peut être succinct, mais nous, ça vous aide déjà beaucoup. Si on n'a pas ces éléments-là, eh qu'est-ce qu'on fait? On va les demander. Et hop, encore 2 mois. Vous voyez les délais où ils sont? On a aussi cette problématique-là dans nos délais. Hein, parce que quand on pose nos délais, on prend la date à laquelle le dossier est arrivé et puis la date à laquelle on a pris la décision. Mais entre les deux, tout ce temps-là où je fais ce que j'appelle la pêche à la ligne, c'est-à-dire que je suis assise sur mon client, alors bien sûr, je fais autre chose pendant ce temps-là, hein, je lance ma ligne et j'attends que ça morde, et bien des fois ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps.
Donc voilà, si vous pouvez alimenter les dossiers un petit peu plus, ça aide et ça va plus vite. Et c'est surtout plus approprié en termes de réponse. J'ajoute que dans le GBASCO, quelquefois, ça peut être aussi succinctement rempli. Il ne faut pas hésiter à mettre des travaux scolaires aussi pour illustrer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un plus, on n'y pense pas, mais voilà, on peut rajouter quelques travaux scolaires. Si ce sont des travaux scolaires qui ont été particulièrement réussis avec l'AVS, il faut mieux mettre celui avec AVS et celui sans AVS pour qu'au moins on ait aussi voilà, un comparatif. Alors, en même temps que le nouveau formulaire est paru un nouveau certificat médical. Donc je vous en présente juste la première page. Il est déjà applicable dans notre MDPH et dans beaucoup de MDPH, on accepte encore l'ancien. Hein, on ne va pas tuer des arbres juste pour le plaisir. On va étudier quand même déjà les anciens. On accepte les deux aujourd'hui. Hein. Alors justement, sur ce certificat médical, il faut savoir que la FMIS fait partie du groupe de travail, puisque ce certificat médical, donc, qui est assez récent, va évoluer avec des volets supplémentaires. Il y a déjà eu des volets sur l'auditif et le visuel qui sont sortis, et il y a un troisième volet, peut-être d'autres, qui va être rajouté et qui concerne tout ce qui est les altérations pour les fonctions psychiques, mentales et cognitives. Et à ce titre, donc, la FMIS fait partie de ce groupe de travail pour élaborer ce volet. Voilà. Maintenant, il sera intéressant de savoir quelles sont les demandes les plus fréquentes pour les troubles. Alors, comme c'est la fin de la journée, vous êtes très chaud, je vais finir de vous assommer avec quelques chiffres. Donc ça, c'est les exploitations très modestement de nos données à la MDPH 77. Donc en 2013, on a fait un petit focus sur les AVS individuels en fonction des déficiences. Et là, vous pouvez constater que les déficiences de l'apprentissage du langage écrit ou oral, il y en a 42% dans les demandes d'AVS. Donc c'est quand même très très important, donc on en donne beaucoup. Alors il y a un total supérieur à 100%, parce qu'il peut y avoir plusieurs types de déficiences dans un même dossier. Hein, donc voilà. Et en matière de demande de matériel pédagogique adapté, on en a dans 11% des situations où un AVS a été attribué, et quand on a une demande de matériel pédagogique adapté, on attribue dans 3 cas sur 4. On ne va pas se mentir, on ne peut pas nier que les 10 sont souvent sous-évalués. Et pourtant, il y a beaucoup de littérature qui sort, y compris ce guide technique dont on a mis, je crois, l'affiche, voilà, sur lequel aussi la FMIS a contribué. Pourtant, bien souvent, on sait que ces troubles que l'on qualifie d'invisibles, mais pas tous quand même, sont sous-évalués. Quels sont les freins, les obstacles? Alors, c'est un handicap invisible, bien sûr, donc la confusion avec la difficulté scolaire, qui peut être parfois qualifiée de passagère, peut encore être fréquente aujourd'hui. Les neurosciences sont quand même récentes, et donc les troubles et leurs conséquences ne sont pas toujours bien décrits, et les professionnels de santé ne sont pas toujours bien avertis. Donc nous, on est en recherche de formation permanente, et ce guide de la CNSA nous aide à mieux prendre connaissance des difficultés qui sont liées à ces troubles, de leurs conséquences dans la vie quotidienne. Après, il faut s'approprier ce type de documents. Donc on essaie de faire un travail en équipe pluridisciplinaire autour de ces questions-là pour avoir aussi une égalité de traitement, hein, et être capable de traiter tout le monde pareil. Alors on parlait de la RQTH tout à l'heure à côté. La RQTH, effectivement, il y a quelques années, les collègues du champ de l'insertion professionnelle ne comprenaient pas pourquoi il aurait fallu donner des RQTH pour des personnes avec des troubles 10. Et donc il a fallu que les collègues du champ enfance viennent expliquer les difficultés concrètes, les aménagements qu'il fallait mettre, et que donc, évidemment, en milieu de travail, ce type d'aménagement pouvait être indispensable. Et là, les collègues de l'adulte ont dit, ah ben oui, alors si nécessité d'aménagement, évidemment, dans un certain nombre de cas, ça ne se fera pas s'il n'y a pas une RQTH. Et donc voilà, les choses sont un petit peu placées. La difficulté, elle est liée aussi à la représentation du handicap qu'on a tous. Ça, c'est quelque chose qu'on partage au sein d'une société. Et donc, ça a la vie dure. Les représentations, ça ne bouge pas très vite. On dit couramment qu'en sociologie, il faut 30 ans. On l'a dit tout à l'heure déjà aussi.
Donc, quand c'est long à l'échelle d'une scolarisation, à l'échelle d'une société, c'est court. Donc voilà, il faut aussi travailler à ce changement de représentation. Oui, il y a encore beaucoup de clichés derrière ce mot handicap, et moi, il me permet souvent de faire preuve de pédagogie pour expliquer auprès des familles qui devaient justement avoir recours à une psychomotricienne pour un trouble pratique associé. Et les parents disent, mais voilà, il faut constituer un dossier pour avoir au moins une compensation financière, puisque évidemment, on l'a passé dans le PSA, la prise en charge, et les parents ont refusé, puisqu'ils ont dit non, parce que je vais devoir le dire à l'école qu'il est handicapé. Et là, on se dit, bon, on va reprendre tout à zéro, on va expliquer ce qu'est la notion du handicap, on va dire qu'il y ait d'abord cet enfant ou cet ado ou cet adulte, d'abord sa personnalité, avec un plus, et non pas un moins, c'est cet handicap, oui, qui nécessite voilà, des compensations, et c'est aussi pour son avenir, et on ne fait pas le sacrifice d'aménagement qui pourrait justement lui ouvrir plus de possibilités après, sous prétexte qu'on ne voulait pas une étiquette. Cette étiquette, on ne la porte pas sur le front. Cette étiquette, elle est nécessaire pour ces compensations. Et puis voilà, il faut repartir de la définition même du handicap. Regardez les courses du tiercé, etc., qui a gardé la définition première du handicap. N'oubliez pas que le handicap, dans sa version définition anglaise, c'était que l'on allongeait le temps d'une course pour les éléments qui étaient performants pour compenser par rapport aux plus faibles, où on mettait aux éléments plus performants une charge supplémentaire par rapport aux plus faibles. Et on ne raccourcissait pas la course pour ceux qui étaient plus faibles, ni alléger le poids. Et ça, il ne faut pas l'oublier, le handicap, c'est d'abord ça. On vous remercie pour votre attention et on prend toutes les questions, enfin, dans la limite du temps.